Bienvenue chers fidèles de l'émission Majuscule Propos, fidèles de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir d'être avec vous pour parler justice avec notamment le procès Charles Onana, comme nous l'avons intitulé, qui d'aucuns le pointent aujourd'hui, notamment les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis et d'autres personnes qui gardent la mémoire de ce génocide macabre qui a emporté plus d'1 million des Tutsis du Rwanda en 1994. Aujourd'hui, Charles Onana, écrivain camerounais, franco-camerounais, vient de se terminer à Paris, en France, un procès qui s'est déroulé entre le 7 et le 11 du mois d'octobre, où il était question des associations qui se sont constituées en partie civile, qui ont intenté un procès contre Charles Onana, notamment celui-ci, c'est un procès dans le cadre du négationnisme dont fait ou a fait montre Charles Onana, notamment dans son livre paru le 30 octobre 2019. Et c'est une plainte qui avait été déposée déjà à l'époque, en 2020, par plusieurs associations, je le disais tout à l'heure, notamment l'association Survie, la Ligue des droits de l'homme LDH et la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Donc ces associations se sont donc constituées en partie civile contre Charles Onana, et notamment on parle ici, faisant référence à la loi, notamment l'article 24 bis alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit notamment que seront punis ceux qui auront nié, minoré ou banalisé l'existence d'un crime de génocide. Et ici, en l'occurrence, nous parlons du génocide perpétré contre les Tutsis, tel que avéré par les Nations Unies et toutes les études, tous les rapports qui ont conclu à un génocide qui s'est déroulé au Rwanda en 1994. Dans ces studios, nous avons l'honneur d'être avec Maître Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Il est avocat, il est chercheur, également politologue. Et si tout va bien, nous aurons l'occasion également de parler à d'autres personnes, notamment qui ont concouru à ce procès. Mais tout en restant à Kigali, tout d'abord, dans un premier temps, Maître Gatete, Charles Onana, procès Charles Onana, quel est l'intérêt, vous, chercheurs, vous qui avez écrit notamment et fait des recherches sur les génocides perpétrés contre les Tutsis, un livre qui paraît en 2019, plainte déposée en 2020, procès en 2024. Doit-on dire qu'il était temps, ou il était plus que temps, peut-être de prendre à bras le corps les propos de Charles Onana? Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord. Bienvenue. Il était temps, mais il est même un peu trop tard. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une plainte est déposée. Mais vous savez, la justice, les gens, chaque pays au monde va vous dire que sa justice est indépendante. Ce n'est pas le cas. J'en suis témoin. La justice suit le zeitgeist politique du pays. Charles Onana, un des malheurs de Charles Onana, c'est qu'il se retrouve dans une France qui n'est pas celle dans laquelle il a évolué. Son mentor politique, Pierre Péan, quand il écrivait des livres du même type, stigmatisant et socialisant les Tutsis, c'était sous Mitterrand et sous Jacques Chirac. À l'époque, c'était prospère d'écrire quelque chose ou de parler ou de faire du négationnisme du génocide. À l'époque, nous n'avions pas de bonnes relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Donc là, l'atmosphère politique en France ne permettait pas la justice. Aujourd'hui, la situation s'est un peu décantée et donc nous pouvons finalement avoir droit à la justice, à une justice plus ou moins équitable. Donc il est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Alors, de quoi on reproche aujourd'hui les associations Survie, les associations telles que FIDH? Aujourd'hui, il dénonce notamment les propos de Charles Nana dans son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. On a écrit, Gatete, on a eu des rapports, notamment la même année, en 2019, il y a eu le rapport du professeur Vincent Duclerc. Il y a toute une commission qui a travaillé du côté du Rwanda. Il y a eu des rapports qui ont été présentés et débattus. Les rapports, d'une part, il y a les rapports. Un rapport peut toujours être contesté par un autre rapport. Cela n'est pas le problème. Vous savez, le rapport du Duclerc est venu après le rapport de Marc Trevidic et les deux juges Trevidic et Pou, qui ont contredit un juge précédent qui s'appelait Bruguière, qui à la base, il a été révélé plus tard qu'il travaillait sous les ordres de l'Élysée, à l'époque, sous Jacques Chirac, je crois. Le rapport n'est pas la question. En fait, le génocide perpétré contre les Tutsis est ce qu'on appelle une norme péremptoire du droit pénal international. Cela signifie, j'ai écrit là-dessus, cela signifie que c'est un fait opposable à tous, à tout le monde. Ce n'est pas tiré d'un rapport. Il y a eu un procès d'une cour internationale des Nations Unies, reconnue, sanctionnée par les Nations Unies. Ensuite, il y a eu du TPIR. Elle a pris un arrêté qui est clair, et même une note judiciaire sur la question. C'est une cour internationale légitime. Ensuite, cela a été entériné par une résolution des Nations Unies. Dès lors que ces deux éléments sont réunis, les débats sont clos. Vous comprenez? Parce que les rapports, on lui a demandé, par exemple, l'autre jour, un journaliste le confronte en RDC, lui demande, on va peut-être y arriver, lui demande les 10 millions de morts dont vous avez recherché, qui sont vos sources. Il a dit, mais le président Tshisekedi l'a dit. Et pourtant, le président Tshisekedi est postérieur à la publication de son livre, etc. Donc, les rapports, ils sont tendancieux. Surtout quand il s'agit du Rwanda, les rapports sont très tendancieux. Et généralement, on vous donne les conclusions, on vous commande un rapport. Mais dès lors que les Nations Unies, le Conseil des Nations, le Conseil de sécurité des Nations Unies passe une résolution, si vous niez cela, cela devient une loi, une norme internationale. Les débats, vous pouvez débattre sur pourquoi les causes du génocide, je ne sais pas moi, le nombre de gens qui sont morts, mais le fait que le génocide perpétré contre les Tutsis du 7 avril au 4 juillet 1994 est un fait indéniable. Les débats sont courts. Qui n'appelle pas de débat. Voilà. Alors, Charles Onana a trouvé une terre fertile en République démocratique du Congo. On va y arriver aussi. On va y arriver parce qu'il y a le Charles Onana, parce que tout à l'heure dans mon introduction, et le procès dont il est question ici, il est question du procès intenté contre lui sur un bouquin précis. Sur un bouquin bien précis. Le Rwanda, donc Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Déjà, Gatete, avant même d'arriver sur la version Charles Onana, version 2023-2024, le Charles Onana qui devient de plus en plus populaire et populiste, notamment chez les voisins. Est-ce que lorsque Charles Onana se met à écrire, à dire des vérités sur l'opération turquoise, en même temps, tout à l'heure je faisais allusion au rapport du professeur Vincent Duclerc, on a parlé du rôle de la France, et le rôle dont on parle, il y a le rôle avant, pendant et pendant les génocides. On fait surtout allusion à l'opération turquoise et la vraie mission ou les faits qui se sont passés. Quelle vérité, par exemple, Charles Onana veut faire apparaître au grand jour qui n'avait jamais été élucidée par les gens comme
le colonel Guillaume Ancel, qui a vraiment tout mis à la lumière du jour. Ce qui a vexé le camarade Onana, c'est... Vous savez, il y a trois sortes d'hommes sur Terre. Il y a des hommes fondamentalement libres, des hommes fondamentalement dominateurs et des hommes fondamentalement esclaves. Ce qui a vexé Onana, c'est que son pays de rêve, ses maîtres, puisse être critiqué. Je rappelle que c'est l'ancien disciple de... Vous parlez de la France? De la France. Il est déjà franco-camerounais. Oui, mais pour lui, la France... Vous savez, c'est qui? C'est une dame qui s'appelait, je crois, Tubman, une militante des droits civiques aux États-Unis, qui a dit « J'ai libéré 1000 esclaves, j'aurais pu en libérer plus si je ne me battais pas contre d'autres esclaves. » Charles Onana, d'abord, il voit que le Rwanda accuse la France, ses maîtres. Alors, il dit que cela ne peut pas être possible parce que la France est à ses yeux, ses maîtres sont à ses yeux irréprochables, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit la vérité. Vous savez, quand vous écrivez un rapport ou un livre, vous ne pouvez pas appeler votre livre la vérité. C'est comme République démocratique. Quand vous dites République démocratique, les gens commencent à se poser des questions sur le caractère démocratique justement de votre République. Quand vous dites la vérité sur l'opération turquoise, mais qui êtes-vous, messieurs les détenteurs de la vérité? Ils utilisent les mêmes méthodes que d'autres. Ils disent, j'ai consulté des rapports top secrets de la CIA que je ne peux pas fournir pour des raisons de... Il dit qu'il a voyagé entre Paris et New York. J'ai mis la main sur des archives top secrets des Nations Unies. J'ai mis la main sur ceci. Vous regardez dans un autre débat de page les 10 rapports, les 10 documents, il n'y en a pas. Ce sont des faussaires. Mais Onana va se liguer avec une dame. Il y a une dame qui s'appelait Carla Del Ponte, nommée comme procureur au TPIR par la France, qui voulait faire échouer le TPIR. Quand le TPIR ouvre ses portes, on nomme Carla Del Ponte procureur avec pour mission, donnée par la France, de mettre surtout en procès ceux qui venaient d'arrêter le génocide, ça signifie les FPR. Elle sera virée elle sera remplacée du poste parce que ce n'était pas ça. C'était le génocide perpétré contre les Tutsis. Le génocide perpétré contre les Tutsis a été préparé, les milices ont été créées, tout a été élucidé finalement dans ce procès. Heureusement qu'elle a quitté, comme ça la vérité, elle aurait pu même empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Alors Carla Del Ponte, elle et sa théorie du complot va se liguer avec Onana et Pierre Péan à l'époque. Vous vous souvenez du livre Noir Fureur, Blanc Mensonge de Pierre Péan. Mais Onana, c'est quelqu'un qui est vexé par le fait qu'un pays africain puisse mettre en cause ses maîtres. C'est un peu le nègre de salon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va écrire ce livre qu'il va appeler Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Il n'était pas au Rwanda, il n'a pas participé à l'opération turquoise, ça ne le regarde pas, au fond, la question de l'opération turquoise. Mais il va réunir toutes les théories du complot, notamment ceux qui étaient prononcés avant le génocide. Il va reprendre toutes les théories du complot qui sont répétées à longueur de journée par des génocidaires eux-mêmes, en fuite. Donc il va mobiliser le gratin de la négation du génocide. Et il va c'est une sorte de compédium de toutes les théories du complot. Maintenant, quand il arrive en procès, les gens vont lui faire remarquer au juge qu'il nie le génocide. Mais il a perdu le procès, en fait. En fait, il a perdu le procès dès le premier jour. Parce que la première chose qu'il fait, quand on le met devant un juge, c'est de dire « Je n'ai jamais nié le génocide perpétré contre les Tutsis, parce que le génocide perpétré contre les Tutsis est un fait indéniable. » Le pauvre, maintenant qu'il a sa vie qui le rattrape, ses écrits qui le rattrapent, il est obligé d'affirmer l'évidence, qui est le fait que le génocide perpétré contre les Tutsis est bel et bien existant. Pour ces affaires?
Mais oui, parce qu'il n'a jamais su qu'il sera poursuivi pour ses propos. Maintenant, pour ces traits d'affaires, il noie son propre bébé. Je veux dire, il brûle son propre bouquin devant le monde entier en disant « Je n'ai jamais nié ». Dans son livre, il écrit, et je cite, « Le génocide perpétré contre les Tutsis est une escroquerie, la plus grande escroquerie du XXIe siècle. » Dès qu'il arrive devant un juge, il est le premier à dire « Non, je n'ai jamais nié le génocide perpétré contre les Tutsis. » C'est lâche ce qu'il a fait. Alors, mais écoute. Voilà, et il y a déjà dans notre. Lorsqu'on lit le titre de notre. Ou le titrage de notre émission, on parle de Charles Onana, procès Charles Onana, le fer de lance des négationnistes du génocide contre les Tutsis. Gatete, déjà vous dites qu'il n'avait pas d'histoire avec le Rwanda, ni de près ni de loin. On se pose la question, comment est né son intérêt pour ou contre le Rwanda? Mais je vous l'ai dit. Non, vous avez parlé de Pierre Péan. C'est vrai, il a été entraîné. C'est vrai, Pierre Péan n'est plus... Pas Pierre Péan, mais c'est aussi l'opportunisme. Non, voilà, c'est ce que je veux dire. Justement, il y a Pierre Péan qui est aujourd'hui présenté comme son mentor. Lui-même le dit, le revendique. Voilà, son mentor. Mais maintenant, au-delà de Pierre Péan, et peut-être une certaine mission qu'il avait assignée quand même, on s'est dit... Nous sommes en 2019, autant d'années après la mort de Pierre Péan. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous allons aussi faire allusion à ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment nos voisins au niveau de la géopolitique. Qu'est-ce qu'il poursuit aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire que Charles Onana navigue seul? Ou n'est-il pas la partie visible de l'iceberg? Vous savez, le négationnisme est un sujet très fécond. Dès que vous érigez un défenseur, un négationniste en chef, vous êtes contacté par plusieurs personnes qui ont... C'est un génocide qui a été perpétré au vu et au su et avec la complicité des États, des grands États, etc. Et puis c'est un génocide qui a été arrêté par un mouvement révolutionnaire local. Cela laisse des séquelles géopolitiques majeures quand... Et puis, le gouvernement qui était au pouvoir a été défait et chassé du pays. Ces gens-là existent. Mais après, la relation compliquée que le Rwanda a entretenue avec les pays qui ont accueilli les génocidaires, qui les ont réorganisés, a permis à ce qu'il y ait même des moyens financiers, politiques, pour que des gens comme Charles Onana puissent exister. Je vous rappelle que Martin Fayulu parlait à l'hémicycle du Parlement français, disait « Je suis allé à la FNAC, j'ai été choqué ou malheureux de constater que le livre de Charles Onana n'était pas devant, dans les rayons de devant. Je suis allé le chercher à l'arrière pour l'amener à l'avant. » Vous comprenez? Donc, d'abord, vous savez, c'est la fameuse fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors Charles Onana a trouvé qui l'écoute. Qui l'écoute, c'est qui? Pour l'instant, au début, c'était... Moi, je vous dis au début, sa radicalisation se fige à l'époque de son mentor qui déteste le Rwandais et particulièrement le FPR et Paul Kagame et qui va écrire des romans du même type que Charles Onana. Mais Charles Onana est choqué par... Charles Onana, je répète, c'est le genre de nègre qui se sent vexé par le fait qu'on attaque son maître. Et c'est de là qu'est née la passion pour le négationnisme. Mais après, il va se rendre compte que c'est assez rentable. Les Congolais vont le payer, vont lui payer des voyages à Kinshasa avec garde d'honneur et fanfare, etc. Il va s'adresser à l'hémicycle de l'université de Kinshasa, etc., etc. Donc il va avoir succès et fortune en République démocratique du Congo, où la population complètement crédule, dupe, ne fait qu'avaler, parce qu'à la recherche d'une base intellectuelle de leur théorie du complot à eux, pour se justifier pourquoi
ils doivent détester les Tutsis, pourquoi ils doivent discriminer les Banyamulenge, pourquoi ils doivent discriminer tous les Tutsis congolais. Ils ont trouvé, comme avant lui, Ferdinand Nahimana, ou Bikindi, ou tout ce que Dupaquier va appeler les médias de la haine, comme des écrivains ou des journalistes de l'époque, des intellectuels de l'époque, avaient donné une base intellectuelle de l'idéologie du génocide. Au Rwanda, Charles Onana, à l'instar de Bitakwira ou d'Honoré Ngamba, etc., d'autres, mais eux, ils ne font que parler. Lui, il a pu écrire, il donne une base intellectuelle, pseudo-intellectuelle, à leur tribalisme ou discrimination contre les rwandophones de la partie est de la République. Voilà, là, vous faites allusion, par exemple, à ce que nous vivons aujourd'hui, dernièrement, justement, avec toutes les scènes qui se sont passées, notamment à Kinshasa. Mais puisque Charles Onana s'est forgé au niveau il s'est forgé au niveau de la France, et notamment à Paris. Vous avez parlé de ses mentors. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, hormis Pierre Péan, certains observateurs disent Charles Onana serait bien en service ou voudrait bien laver une certaine honte de certains aigris, notamment ceux-là, la France turquoise. Ils disent bien la France turquoise. On fait bien cette nuance. Excusez-moi, un Camerounais, qu'est-ce qu'il a à faire à laver l'honneur de la France dans une affaire... Non, je parlais de la France turquoise. Donc, oui, mais justement... ces anciens généraux... Comprenez le côté nègre du gars. Qu'est-ce qu'un Camerounais, un gars, un Africain, comme nous tous, a à faire à laver l'honneur de la France contre des Rwandais, des Congolais, des histoires? C'est le côté profondément esclave dans sa tête. C'est ce qui est pathétique dans l'histoire, dans toute l'aventure du monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Nous, Rwandais, sommes en train de demander la justice historique, justice, réparation pour les maux du passé colonial, postcolonial, génocidaire, etc. Qu'est-ce qu'un Camerounais a à faire à raconter des histoires? Pourquoi? Vous savez, Charles Onana me rappelle un écriteau que j'ai découvert dans les archives de Imva Hunsha, que j'ai mis sur Twitter, qui maintenant circule partout, vous l'avez vu. J'ai découvert, je suis allé me barricader dans les archives de Imva Hunsha pour regarder les belles photos qu'ils ont, j'invite tout le monde à le faire. La photo montre des Rwandais avec une pancarte, ce qu'ils appellent les Parmé Hutus, avec une pancarte disant non à l'indépendance immédiate, débarrassez-nous des Tutsis, s'il vous plaît, mais vous les Belges, restez. Nous n'avons pas besoin d'indépendance. Ça, c'est une photo qui date de 59. 59. Une photo que j'ai dénichée dans les archives d'Inva Onchia, qui est un journal ancien. 59, oui. Débarrassez-nous des Tutsis, s'il vous plaît, mais vous, les Belges, restez avec nous. C'est une photo qui est choquante. Maintenant, elle circule tellement sur les réseaux sociaux qu'elle est devenue banale. Mais quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais complètement choqué qu'un frère puisse dire qu'il ne veut pas de son propre frère, qu'il veut le colonisateur pour rester avec lui. Charles Onana s'inscrit dans la même philosophie, profondément esclave, nègre, de dire « je veux, moi, Charles Onana, Camerounais, laver l'opération turquoise, l'honneur de la France ». C'est à mourir de rire, d'une part. D'autre part, vous allez voir toute la flopée des anciens caciques de l'opération turquoise. L'armée française, vétérans à la retraite, sont tous venus défendre leur poulain, leur monsieur. C'est à mourir de rire. J'aime bien ce genre de procès parce que c'est la boîte, c'est la nueur téléphonique de tous les négationnistes. Ils sont sortis de leur trou pour venir. C'était complètement marrant, la chose. Voilà, justement, vous faites allusion déjà à la salle d'audience. Voilà, nous en profitons pour jeter un coup d'œil au maître Richard Gisagara. Je ne sais pas s'il nous entend. Il est avec nous. Ils sont tous venus défendre leur poulain,
monsieur. Maître Richard Gisagara, est-ce que vous nous entendez? C'est la boîte, c'est la numéro téléphonique. Je crois qu'il y a un petit souci. Ils sont sortis de leur trou pour venir. Je pense qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Justement, Gatete, je disais que Charles Onana était certains, en tout cas, grands observateurs, le taxe de fer de lance des négationnistes. Oui. Son procès, hormis les faits qui lui sont reprochés, notamment le négationnisme du génocide contre les Tutsis, qu'avons-nous appris au-delà donc à observer et ce qui se disait dans les médias et ce qu'on a remarqué au niveau de la salle d'audience? Avons-nous vu des signes ou des signaux qui peuvent peut-être nous aider à interpréter ou à lire entre les lignes par rapport justement à ce mouvement, à ce vent du négationnisme qui souffle de plus en plus? Le mal, ce que j'ai appris de ce procès-là, c'est que le mal est plus profond que je le pensais en République démocratique du Congo. Le négationnisme du génocide, l'idéologie, pas le négationnisme, l'idéologie génocidaire en République démocratique du Congo est beaucoup plus profond que je le... Alors, restons tout d'abord en France, oui. Oui, parce que c'est la France. Par exemple, la juge, d'abord il y a 2 juges qui sont femmes, un juge qui est un monsieur, et les maîtres Gisagara que vous allez interroger tantôt ont eu l'intelligence de faire lire à un collègue, Minguin, je crois. Bernard Minguin. Bernard Minguin, un confrère aussi, qui était là. Ils ont fait une sorte de... On lui a demandé de lire un des livres, un passage dans un des livres de Charles Onana, qui s'appelle... Le titre du livre s'appelle « Ces tueurs Tutsis ». Dans le drame de la tragédie congolaise. Mais le titre commence par « Ces tueurs Tutsis ». Et déjà, on devrait normalement pas aller au-delà de ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'idéologie génocidaire. Malheureusement, en France, ils n'ont pas une loi qui réprime l'idéologie génocidaire, comme nous l'avons ici chez nous. Mais chez nous... Ils ont une loi contre le négationnisme. Le négationnisme. Ils n'ont pas une loi contre l'idéologie génocidaire. Mais le deuxième livre est une idéologie génocidaire. Mais maintenant... les avocats ont eu l'habileté, l'intelligence de lire un passage. Vous dites les avocats des partis civils. Un passage du livre qui stigmatise la femme Tutsi. Le pauvre a dû tomber sur une femme Tutsi qui lui a envoyé se faire cuire un œuf, je crois, hein, parce que le fantasme du passage sur la femme Tutsi est horrible, horrifiante. Et pour 2 juges, je ne vends pas cher sa peau, pour 2 juges femmes qui sont dans le prétoire, dans l'audience, d'écouter quelqu'un, un monstre de ce style. En fait, ce que les avocats ont réussi à montrer, ils ont réussi à montrer le caractère monstrueux du personnage, qui se présentait comme un chercheur politologue, un chercheur docteur, etc. Ils ont dit non, madame... Monsieur le juge, on va vous lire une de ses recherches, de ses thèses. Et puis il parle de la femme Tutsi, mais puis il s'en est donné à cœur de joie. Et c'était horrible. Et puis c'est un passage que je n'ose même pas répéter devant votre plateau ici. Mais ce passage-là a fini de sceller l'image du monstre psychopathe, sociopathe que représente cet individu. Et ils ont réussi à bien le montrer dans le procès. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que si jamais ce procès, même le fait que ce procès ait lieu, est déjà une victoire en soi. C'est déjà le fait que ceci ait forcé Onana à nier ses propres écrits, à recontextualiser ses propres écrits pour essayer de se dédouaner, à affirmer l'existence, à admettre l'existence du génocide perpétré contre les Tutsis, en fait, à apparaître comme l'escroc qu'il a toujours été devant... Malheureusement, il avait une audience... dans la salle qui est dupe et qui est radicalisée, qui n'a pas pu avoir de recul. Et le porte-parole du gouvernement congolais de déclarer ce procès de Charles Onana est un peu aussi le nôtre. Ce qui est complètement sidérant pour un pays qui est en train de militer pour qu'un génocide
puisse être reconnu chez eux. Un pays qui vient de signer des accords dans lesquels ils reconnaissent devant un médiateur nommé par l'Union africaine. L'Angola, ce n'est pas vraiment l'Angola, le médiateur c'est l'Angola, mais c'est un mandat de l'Union africaine. Ils ont signé, noir sur blanc, sur un papier récent, qu'ils vont arrêter de collaborer avec le FDLR. Donc, tacitement, ils ont reconnu qu'ils collaborent avec le FDLR, un mouvement dont l'idéologie est génocidaire. Après avoir signé un tel document, ils se présentent, un porte-parole du gouvernement dit le procès de Charles Onana est aussi un peu le nôtre. D'ailleurs, les juges ont dû évacuer la salle d'audience d'une partie des Congolais pour bruit dans la salle d'audience, ce qui était aussi en fait une chose... en fait, c'était un procès très agréable à regarder, à suivre. C'était une sorte de... La vérité, comme Onana voulait la dire, prétendait la posséder. En fait, la vérité a éclaté au grand jour quand il a été confronté à ses propres écrits. Apparemment, on continue d'avoir des soucis au niveau de la technique. On aimerait bien entendre, sinon, le son de cloche est du côté de Maître Richard Gisagara, qui est l'un des avocats de partie civile, et de Jean-François Dupaquier, un des écrivains et historiens, quelqu'un qui connaît la région des Grands Lacs depuis les années 70, lui qui y a écrit sur Onana, lui qui a dénoncé le personnage Onana. On aimerait également, sinon, à part que la technique nous fait défaut, écouter, suivre également le colonel Adjé Mamadou, lui qui a été ici, il a servi dans la minoire et qui a continué d'écrire et surtout de parler de ces génocides perpétrés contre les Tutsis, à le faire connaître aux Africains, notamment du côté de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, tout ça, on ne saura pas les atteindre. Voilà, tous les trois, il y a des soucis techniques qu'on ne saura pas. Mais Gatete, j'aimerais bien revenir à vous. Au niveau de la salle d'audience, vous avez parlé des juges. Dans l'audience, on a vu, en dehors de la cour, dans certaines, autour de la cour, on a vu une certaine mobilisation de la communauté congolaise. C'était la Dombolo? Voilà, la communauté congolaise et notamment certains membres du parti au pouvoir à Kinshasa, qui étaient en tout cas devant, qui menaient la foule. Quel intérêt que suscite Charles Onana pour cette communauté congolaise en Europe, comme on l'a vu? Est-ce qu'on a senti qu'il y avait une organisation? Par exemple, le maître Richard Gisagara disait quelqu'un qui ne connaissait pas la situation pouvait croire que c'était un procès où un Congolais était accusé, ou c'était la République démocratique du Congo dont il s'agissait, et il ne s'agissait pas ni du Rwanda, ni d'un citoyen franco-camerounais. Qu'est-ce qui intéressait le plus cette communauté congolaise dans ce procès? Les Congolais ont réussi à amener la Dombolo locale, ils ont importé ça de Kinshasa, ils ont mis ça dans le... En fait, c'est vraiment... C'était choquant. Pour un Rwandais, c'est plutôt choquant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour les Congolais, il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis. Pour un Congolais, Onana a dit la vérité. Onana représente ce qu'eux pensent. Lui le dit ouvertement. Onana est le justificatif des Rwandais qui ont commis les génocides et qui sont chez eux. Onana s'inscrit dans la même ligne que quelques jours avant avait fuité une lettre, par exemple, qui montrait le cabinet du président de la République congolaise demander au mécanisme résiduel des Nations, du tribunal pénal international de ramener des génocidaires qui avaient fini de purger leur peine, de les ramener à Kinshasa pour vivre là-bas. La lettre venait de fuiter il y a quelques jours. Maintenant, quand vous avez cela, dans la foulée, vous avez un procès d'un Charles Onana. Cette lettre a fini d'embarrasser
le cabinet de la présidente congolaise qui a nié en bloc et a refusé de répondre, s'est caché. Eux qui d'habitude aiment bien parler aux journalistes se sont cachés, ont refusé, ont fait une omerta sur la question parce que la lettre venait de fuiter dans les médias, avait embarrassé et le TPIR et le gouvernement congolais, le mécanisme résiduel du TPIR j'entends. Maintenant, ce procès-là, vous avez des Congolais qui disent, on en a une sorte d'apôtre. Vous savez, en République démocratique du Congo, la haine anti-Tutsi vous porte au pouvoir. Vous gagnez des élections en disant du mal du Rwanda. Le président congolais vient de le faire, même pour sa réélection. Enfin, la première fois, il n'avait pas été élu. La personne qui avait été élue, effectivement, avait fait campagne sur la haine anti-Tutsi, la haine anti-Rwanda. Tshisekedi, ayant appris de ce monsieur-là, le malheureux Fayoulou à qui on a subtilisé la victoire, lui aussi fera campagne sur base de la haine anti-Tutsi. Maintenant, les Congolais vivent, ils ont fait... En fait, les Congolais, c'est comme le régime de Kayibanda. La haine anti-Tutsi, anti-Rwanda est la base de tout leur programme politique et de leur raison d'être politique. Et donc, quand ils se présentent dans ce procès-là, ils croyaient pouvoir créer des troubles, comme ils le font régulièrement dans leur hémicycle de leur parlement, créer un chaos pour que le procès n'ait pas lieu. Ils ont cru qu'en France, ils ont réellement cru qu'ils auraient pu empêcher la tenue de ce procès-là. Mais évidemment, cela n'était pas possible. Alors, on en a tenu des meetings en dehors du procès. Donc, chaque fois qu'il y avait, à la fin du procès, il est allé dehors, il a tenu des meetings, il a dit qu'il est la cible, il a demandé même aux Congolais de soutenir parce qu'en disant que si moi, je suis condamné, c'est la République démocratique du Congo qui a un procès. Et les Congolais eux-mêmes l'ont admis. Ils l'ont admis, ils ont dit oui, en effet, le procès de Onana, et notamment des responsables politiques. Le procès de Onana est le nôtre. Voilà, justement, on va tout à l'heure, je vous disais que malheureusement, la technique nous faisant défaut, mais quand même, un de ceux-là qui devaient être nos invités ce soir, notamment le colonel Adjé, je vous ai dit, ici, il faut bien préciser les choses. Pour peut-être contextualiser les choses, le colonel Adjé il a été ici au Rwanda, c'est un connaisseur de l'Afrique centrale. Il a été au Rwanda pendant la période de 1994. Il a été au niveau de la Minoire. Le colonel Adjé, donc, dont je vais lire ici l'idée, il a fait partie de la Minoire. Il dit quelque chose de très important. C'est vrai que c'est une longue réflexion et j'aimerais bien que vous puissiez m'aider à pouvoir décortiquer cela. Il dit « Charles Onana est un journaliste en communication. On sait pertinemment que ce ne sont pas les trains qui arrivent à l'heure qui intéressent de prime abord l'opinion publique, mais bien ceux-là qui arrivent en retard. Le génocide est un train arrivé à l'heure où les génocidaires l'avaient anticipé. Pour sortir du lot, il faut prendre le train en retard du négationnisme et en tant que journaliste, Onana le sait très bien. Alors, on attend que l'on puisse le changer. Il aura engrangé la cagnotte et peut être un prix pour son outrecuidance. Que ceux qui cherchent à se dédouaner de la complicité d'un des plus abjects crimes contre l'humanité depuis l'Holocauste vont lui attribuer au nom de la liberté d'expression. Le libérer du jugement que nous attendons avec impatience devrait le ramener dans les écuries de Gia, qui sont les seuls lieux où son livre devait être trôné. En attendant, nous affûtons nos plumes pour que la mémoire de ceux-là qui ont vécu les génocides et dont le souvenir est un épisode douloureux, vécu dans le passé et qui empêche d'apprécier pleinement le présent, vont enfin sortir de l'ombre pour éviter de ruminer ou de déprimer. Il faut agir et nous agirons. Pour le moment, nos écrits sont bloqués par des considérations techniques.
lui dit et que nous essayons de régler avant de mettre sur la place publique notre version des faits qui sera différente des fables mensongères de M. Onana. Ça, c'est un point très important, Gatete. Oui. Ça, c'est quelque chose de très pertinent parce que les propos, doit-on être vraiment très sérieux là-dessus, les propos viennent du colonel à la retraite, Mamadou Adjé, ancien observateur sénégalais de la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda à la Minuar entre 1993 et 1994 et du groupe d'observateurs militaires neutres de l'OUA, donc 1993. Onana, Ça, c'est un monsieur qui a vécu les faits. Onana, il n'est personne dans cette histoire. C'est un arriviste opportuniste. Il est complètement personne dans cette histoire. Il n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Il ne connaît pas les Rwandais. Il ne sait pas ce qui s'est passé au Rwanda. C'est un opportuniste qui s'est engouffré dans une brèche, qu'il a vu qu'il pouvait se faire de l'argent sur les dos de Congolais dupes. Et il a saisi l'occasion. Mais l'idée se fonde où? L'idée plus ancienne qu'on en a, plus ancienne que même les génocides de 1994, c'est une vieille idée qui conçoit les Tutsis comme un peuple alien venu de loin, de je ne sais où, pour venir sournois, malin, ou je ne sais pas comment, etc., pour venir opprimer un peuple paisible, bantou, sédentaire, autochtone. C'est une philosophie, c'est une théorie qu'on utilise même pour la Shoah. Vous savez, si vous lisez, il y a une collègue à l'époque, c'était encore à l'époque, qui a pris le livre de Pierre Péan, le maître de Charles Onana. Le mentor. Et puis Pierre Péan. Pierre Péan, je vous informe, quand vous lisez, que j'ai lu, que j'ai le malheur de lire, Noir, Fureur, Blanc, Mensonge, il a plagié des pages et des pages entières du Mein Kampf de Hitler. Et il a remplacé le mot juif. Les a contextualisés? Non. Il a juste fait find all, replace all, il a remplacé le mot juif par le mot Tutsi. Du plagiat complet. Plagiat du Mein Kampf. Vous vous rendez compte de l'horreur, de la profondeur de l'horreur dans laquelle nous naviguons dans cette histoire? C'est des psychopathes, ces gens. Mein Kampf, Mon combat. Le livre d'Adolf Hitler, qui dépeint les Juifs comme un peuple alien qui est venu sur les paisibles peuples ariens, autochtones, etc., pour les dominer en utilisant la ruse, le mensonge, etc. C'est écrit dans le livre de Hitler, avant qu'il prenne le pouvoir en Allemagne et commette l'Holocauste. Pierre Péan a plagié des pages et des pages. Je vais publier ça sur mon... Si vous avez besoin de ça, je peux vous publier, je vais vous donner les notes. A plagié des pages et des pages du Mein Kampf, a remplacé le mot juif par le mot Tutsi. Maintenant, quand Charles Onana dit la vérité sûre, qu'est-ce qu'il veut dire? N'écoutez pas la version qu'on vous montre. Moi, je détiens. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le peuple, find all, Tutsi, juif, trouve un peuple que tu veux stigmatiser, n'est pas de chez nous. Il est venu ils sont venus de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'Israël, je ne sais pas, de la Somalie, je ne sais pas, de l'Abyssinie. Ils vont trouver un pays. Je viens d'entendre une nouvelle version qui sont venues de l'Iran, etc. Donc, les versions n'en finissent pas. Pour venir dominer sur le peuple autochtones, etc. Tout ce qu'ils disent est faux. S'ils disent qu'il y a eu génocide contre eux, c'est faux. C'est une ruse. C'est Kagame et les FPR, pour qu'ils prennent le pouvoir, ont utilisé la ruse. Aujourd'hui, vous verrez des Congolais, chaque fois, ils vont vous dire, c'est partout, c'est répandu sur les médias sociaux, ruse, mensonge, c'est le propre des Tutsis. Mais ils n'ont pas inventé, les pauvres. C'est quelque chose qui a été inventé par Hitler
avant 1945. C'est quelque chose qui a été inventé, qui a été repris au Rwanda. Qui a été repris au Rwanda par Cantano. Cindy et les autres. Non. Pérodin qui a importé ça de l'Allemagne pour mettre ça. Les Congolais qui le disent aujourd'hui pensent qu'ils ont découvert quelque chose. Mais si vous regardez le livre de Michael Arong, Do Not Disturb, la première page, Rwandans are liars. Première page, première phrase de la première page. Les Rwandais sont des menteurs. Deceitful, c'est des menteurs, etc. Mais elle n'a pas inventé la pauvre non plus. Elle a pris de Mein Kampf. Donc, en fait, c'est cette filigrane génocidaire, si tu veux, filigrane raciste génocidaire importée de l'époque du Mein Kampf. Alors, Pierre Péan, dans ce livre, mais quand Pierre Péan dit ces tueurs Tutsis et qu'il définit, chosifie la femme Tutsi, mais c'est le 10 commandements de Bahutu, repris par Kangura, par Guitera des années 60. Il parle de la même... Mais il a traduit le Kinyarwanda en français. En fait, ce qui est bien avec le négationnisme du génocide et qui est difficile à démonter, c'est parce que c'est la même chose. On a déjà vu ça, on a déjà entendu ça. On connaît la matrice idéologique de ces bêtises-là et c'est trop facile de les exposer pour ce qu'ils sont. Tout à l'heure, je vous disais, et je faisais allusion au message et la réflexion nous envoyée par le colonel Mamadou Adjé. Il y a quand même une autre réflexion qu'il vient de nous partager, dont j'aimerais bien qu'on puisse suivre. Il dit, le colonel Adjé, une accusation de collaboration au génocide le plus rapide de l'histoire est bien lourd à porter pour des autorités en fin de carrière. Il dit, alors, pour ces collabos, directs ou indirects, il serait absous si un doute subsiste sur les faits et le doute profite aux accusés. Il faut donc couvrir le génocide du manteau du doute par des Africains, bon temps et de surcroît universitaires ou intellectuels pour mettre le doute sur un événement dont la communauté internationale ne discute même plus de sa planification et de son exécution méthodique. Même les autorités françaises qui ont fait amende honorable sont convaincus par les faits. Mais ceux qui ont la conscience trouble et refusent que l'histoire retienne de la participation de près ou de loin à cette tragédie font de pieds et de mains pour s'aimer le doute en retour pour en bénéficier. Puissant, ils financent des héros du négationnisme qui, hélas, crient plus haut et plus fort pour annoncer leur train en retard. Alors, le jour viendra où le négationnisme tuera. Dans le sens, le jour viendra, aujourd'hui, votre carrière politique, si vous faites le négationnisme de la Shoah, vous êtes fini politiquement, surtout en Occident. Mais avant, en France, juste à l'aube du génocide, mais tous les Français niaient le génocide. Mitterrand lui-même avait dit, dans ces pays-là, un génocide n'a pas d'importance, dans ces contrées-là. D'autres, aujourd'hui, je suis tombé par hasard sur une interview d'Hubert Védrine. Il était en train de citer Charles Onana. Hubert Védrine, une sorte de... Ancien secrétaire général à l'Élysée. D'une part, mais surtout une monsieur par qui tous les dossiers en rapport avec le Rwanda, lui qui en sait trop sur notamment... Non, mais jusqu'à présent, il est considéré en France comme une sorte de Kissinger français. Mais chaque journaliste va lui poser des questions sur ses analyses géopolitiques de partout, mais il va finir par lui dire, mais excusez-moi, monsieur, entre-temps, pourquoi vous avez aidé les génocidaires au Rwanda? À chaque fois. Il ne pourra jamais échapper à ce qu'il a fait. Il ne pourra jamais échapper. Il est protégé par son pays, puissant, etc. Mais il ne pourra jamais échapper. Alors, pour se tirer d'affaire, à chaque fois, il dit « Oui, mais il faut lire le livre de Charles Onana ». Un intellectuel français.
Alors, donc, Là, vous faites allusion à ce que le colonel Adjé dit, oui, qu'il y a des mains puissantes mais vous qui savez, veulent s'absoudre d'un certain pouvoir. même aujourd'hui, les écrivains français qui vont écrire, pas du paquet qui est un activiste qui dit les choses cash, mais la plupart restent prudents en disant ce n'est pas le gouvernement français, c'est le gouvernement Mitterrand. Mitterrand, ce n'était pas Mais c'est un président un français. hippie ou un musicien. Mitterrand, c'était un président élu au suffrage universel par le peuple français. L'État français, le gouvernement français, la France, c'est Mitterrand. Il y avait même un président qui disait « l'État, c'est moi, c'est lui ». Mitterrand, c'est le représentant. Ça, c'est Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte disait ça. Oui, il a dit « l'État, c'est moi ». Oui, mais Mitterrand était président de la France. Mais quand les gens disent que c'était une cellule de Mitterrand, ce n'était pas une cellule de Mitterrand. C'était tout le système français, c'était le gouvernement français, c'était la DGSE, c'était le ministère des Affaires étrangères, c'était la présidente de l'Élysée, c'était tout le monde. Mais écoute, c'était des journalistes, c'était tout le monde. Évidemment, d'autre part, il y avait aussi des voix qui comme Carbonari, qui pleurent au journal de 20 heures. Lui qui a dénoncé un grand à la première heure. hommage à ce monsieur qui pleure au journal de 20 heures en France en disant mais faites quelque chose, arrêtez de... Les Tutsis sont en train d'être massacrés au Rwanda. Le président Kagame a d'ailleurs rappelé un épisode dans lequel il est arrêté en France et Carbonari fait les pieds et les mains pour essayer de le libérer de... etc. Donc il y a eu des gens bien aussi, hommage à eux. Comme il y a toujours des gens bien aujourd'hui. Vous savez, le négationnisme du génocide ne va jamais s'arrêter. Négationnisme, le problème d'un génocide... Alors peut-être qu'on mène... Le négationnisme ne va pas s'arrêter, mais il faut taper dessus. Ce n'est pas pour demain. Vous dites qu'il faut taper dessus. Il faut qu'à un certain moment, il arrivera, ou il adviendra un jour où le négationnisme ou l'idéologie génocidaire puisse mettre fin à une carrière politique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le contraire est vrai. Aujourd'hui, les carrières politiques, par exemple, en l'occurrence chez nos voisins d'à côté, non, chez nos voisins d'à côté, le négationnisme, c'est du génocide perpétré contre les Tutsis, fait les carrières politiques. Le président qui est au pouvoir aujourd'hui, c'était ça son thème de campagne électorale. C'est lui qui avait gagné avant et qui s'est vu piper les élections, avait fait la même chose. Et donc, les carrières politiques sont en train d'être faites en République démocratique du Congo par l'antisémitisme, par le négationnisme du génocide des Tutsis. Maintenant, un jour viendra où d'abord, qu'est-ce qui se passe? Si on commence à taper dessus... Tout en allant vers la fin, parce qu'il nous reste seulement 2 minutes. J'ai 2 éléments. Non, juste, il nous reste 2 minutes. Je vais poser la question, la toute dernière. Le verdict devrait tomber en date du 9 décembre. À quoi pouvons-nous nous attendre? Donc, 2 choses. Je disais une chose d'abord. Le verdict, c'est quoi? Donc, en cas de condamnation, la peine maximale est de 1 année de prison ferme et 45... Au-delà de ça? Et 45 000 €. On va arriver au-delà de ça. Au-delà de cela, on peut même... S'il est condamné, c'est 45 000 € la peine maximale et 1 année de prison ferme. Maintenant, le juge a c'est ça c'est la limite du juge. Cependant, il est bien que... Parce que vous savez, les Rwandais, nous sommes quand même... le pays, en tant que Rwanda, et le gouvernement dirigé par le FPR qui a mis fin au génocide, c'est un gouvernement qui a quand même les poings et les mains liés. Toutes les personnes françaises qui ont écrit sur ce qui s'est passé au Rwanda, dont Dupaquier, Patrick de Saint-Exupéry, tous ceux qui ont apporté la vérité, qui ont notamment nommé ces gens d'individus français qui ont trempé dans le génocide perpétré contre les Tutsis, ils font tous pas face à des procès collés sur leur dos. En diffamation sans arrêt, y compris le jeune petit Théo Engelbert, des procès en diffamation, notamment, si ce n'est pas des classiques de la Mitterrandie, c'est des génocidaires ou membres de l'ancien gouvernement génocidaire qui entendent des procès contre ces gens. Mais le gouvernement rwandais ne peut pas les aider à payer leurs frais d'avocat. Parce que si le Rwanda faisait cela, il dirait « Ah, ces gens-là n'ont plus aucune légitimité parce qu'on a intenté. » Donc moi j'ai rencontré, par exemple, j'ai discuté avec Patrick de Saint-Exupéry qui me disait que le procès, ça lui pourrit la vie. C'est pareil pour Maria Malagardi. Je peux te citer des journalistes, des écrivains, etc. En France, il y a un groupe des génocidaires, de leurs familles,
et des politiciens de la Mitterrandie, les Védrine, etc., qui intentent sans arrêt des procès pour couper le souffle aux gens qui défendent les rescapés du génocide, etc. Maintenant, si on commence à taper sur les négationnistes, ça va permettre la diminution au moins du négationnisme et la fin de ce qu'on appelle l'orgueil de l'impunité, qui est un élément très dangereux. Impunité, une chose qu'en tout cas la communauté internationale ne devrait pas tolérer, sinon ne devrait pas rester les mains croisées pour un fait comme le génocide perpétré contre les Tutsis, un fait avéré et dont les procès, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Nous espérons que justice sera faite, notamment pour la mémoire du génocide et surtout des victimes et les survivants et surtout pour l'humanité, pour que plus jamais cela ne puisse se passer. Gatete Ngabo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous présentons des excuses pour certains désagréments techniques qu'on a connus. Sinon, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour cette émission Majuscule Propos. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.